Donc, nous allons démarrer donc notre première conférence de l'après-midi. Les personnes présentes donc sont Monsieur Daniel Fong, qui est un titulaire d'un diplôme d'ingénieur, qui a exercé donc dans plusieurs sociétés, en particulier de promotion immobilière en Afrique et en Europe. Mixta Africa d'abord, qui a réalisé des projets au Maroc, en Tunisie, au Sénégal. Et ensuite, Monsieur Daniel a fondé la société Social Intraventures, dont il est aujourd'hui PDG, et donc qui est une plateforme d'infrastructure verte et sociale. La société donc Intraventure vise à jouer un rôle clé dans la fourniture de logements abordables et d'infrastructures urbaines aux personnes à faible et moyen revenus en Afrique, en leur donnant accès à une propriété à un loyer abordable, ainsi qu'à des installations sociales participant à un programme de développement durable recherché. Ensuite, nous avons Madame Iman Henzez, qui est représentante du ministère de l'aménagement du territoire national, de l'habitat, d'urbanisme et de la politique de la ville. Voilà, j'y arrive. Même si je le répète souvent, c'est un nom tellement long que... Donc, vous êtes architecte déjà, diplômé à l'ENA, l'École nationale d'architecture de Rabat, et doctorante en aménagement du territoire et en urbanisme. Votre expertise, donc, c'est forgée au sein des structures clés dans le domaine de l'habitat. Vous avez travaillé d'abord au sein de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine. Et aujourd'hui, vous êtes donc vous êtes architecte au ministère de l'aménagement du territoire et vous occupez le poste de chef de service des études et de la programmation à la direction de ce ministère. Pour être faire court. Bien, le sujet donc dont il est le thème dont nous allons discuter aujourd'hui, qui est en même temps une question, mais une question affirmative. C'est pourquoi développer des projets de segments sociaux en moyen standing éco-responsable est un pari gagnant. Déjà, on affirme en soi que le projet est un pari gagnant. Et je vous laisse donc nous faire votre présentation et nous irons aux commentaires donc par la suite. Vous commencez, Madame Iman, c'est ça? Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Chakib. Merci Imotech et Moubawab pour l'invitation. Ma présentation va essayer de répondre un petit peu à cette question posée. Pourquoi développer des projets de segments sociaux et moyens standing éco-responsables constitue aujourd'hui un pari gagnant? Et s'affiche devant vous les axes de ma présentation. Donc, je vais commencer par présenter brièvement le cadre référentiel de la politique de l'habitat au Maroc, un petit rappel. Ensuite, les enjeux du secteur de l'habitat en général et quelques enjeux liés à la durabilité en particulier. Ensuite, je vous présenterai rapidement quelques efforts fournis par l'État en matière d'habitat et par la suite un aperçu sur des projets d'habitat social éco-responsable qui ont été développés par le groupe Al-Omran. Et pour finir, un aperçu sur le programme d'aide directe de l'État pour le soutien au logement, parce que bien sûr, on ne peut pas ne pas mentionner ce programme tout frais, et quelques perspectives pour un habitat éco-responsable. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la politique de l'habitat au Maroc a toujours été évolutive et elle s'est toujours adaptée aux aléas, aux conditions socio-économiques par lesquelles traverse le pays. Et cette politique d'habitat a toujours puisé d'abord dans les hautes orientations royales de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui vise à améliorer les conditions de vie et d'habitat des citoyens et des citoyennes. Ce cadre d'habitat, de politique d'habitat, puise également dans la constitution marocaine qui préconise la garantie d'un accès au logement
pour toutes et tous sur le même pied d'égalité. Et puis, on a aussi le programme gouvernemental, qui est tout aussi une référence, qui a pour objet de renforcer le développement humain et la cohésion sociale et favoriser l'accès au logement. Et plus récemment, nous avons le nouveau modèle de développement qui a préconisé le changement d'approche d'aide de l'État au logement. Et c'est une recommandation qui a également été reprise par le Dialogue national de l'urbanisme et de l'habitat, qui a tout aussi proposé le changement de paradigme d'aide de l'État au logement en passant par une aide qui était auparavant destinée à l'offre à une aide destinée à la demande. Et bien évidemment, comme vous le savez, le Maroc est aussi signataire et partenaire de plusieurs agendas et conventions internationales, dont notamment le respect des objectifs de développement durable, et plus particulièrement pour le cas de notre ministère, l'objectif 11 relatif à la promotion des villes et des communautés durables. Et en plus de ça, il y a aussi l'arsenal juridique développé par le Maroc qui a commencé à s'adapter de plus en plus aux enjeux de la durabilité. Nous avons notamment la promulgation de la loi relative à l'efficacité énergétique, celle relative aux énergies renouvelables et le règlement thermique de construction au Maroc. Ensuite, je tenais quand même, avant d'entamer le vif du sujet, vous présenter rapidement les enjeux que connaît le secteur de l'habitat au Maroc, à commencer par l'enjeu lié au taux d'urbanisation qui est en évolution continue depuis plusieurs années maintenant. Et on est passé de 35% en 1971 à près de 64% de taux d'urbanisation en 2022. Et ce taux continue de grimper et d'évoluer jusqu'à aujourd'hui et même à l'horizon 2050. Ce qui crée et génère beaucoup de pression sur les villes en termes de logement, en termes d'équipement. Et cette pression sur les villes et sur les logements est également soulignée par les statistiques du HCP. Aujourd'hui, on dit qu'environ 180 000 ménages additionnels sont à comptabiliser et à prendre en considération dans le contexte urbain. Et nous avons aussi d'autres enjeux liés au secteur, que ce soit en termes de foncier, la rareté, la difficulté de le mobiliser. Parfois, on parle aussi d'inadéquation entre l'offre et la demande. Et nous avons aussi les impacts ressentis sur le secteur issus des crises consécutives qui ont touché l'économie marocaine en général et le secteur de l'habitat en particulier, à commencer par la crise du Covid-19, l'inflation mondiale, la crise économique, les crises liées à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Tout ça, ça a eu un impact considérable sur le coût de la construction, notamment à travers la hausse des prix des matériaux de construction, la raréfaction des matières premières et aussi la régression, si vous voulez, du pouvoir d'achat des citoyens. Et pour finir, un autre enjeu, et pas des moindres, c'est celui de l'énergie. Donc, c'est vrai que le secteur de l'habitat ou du bâtiment en général est un secteur très important pour l'économie nationale. D'ailleurs, il contribue à près de 6,8% au PIB national, mais c'est aussi un secteur très énergivore qui consomme beaucoup d'énergie et ce, sur l'ensemble de c'est-à-dire depuis la production des matériaux, en passant par les chantiers, les constructions, et même par la suite, ça se voit également lors de l'exploitation du bâtiment. D'ailleurs, le bâtiment est le premier consommateur d'énergie au Maroc avec une part de 25% de la consommation énergétique totale du pays, dont 18% est réservé au résidentiel, ce qui n'est pas un chiffre à prendre vraiment en considération. Et puis, à l'heure de la transition énergétique et la performance énergétique que l'ensemble des pays sont en train de vivre, notamment le Maroc, et en particulier le secteur du bâtiment et l'habitat, aujourd'hui se positionne en première ligne pour relever tous les défis en fait liés à la durabilité, notamment la nécessité de réduire leur consommation ou
ils doivent contribuer à la réduction des gaz à effet de serre en général. Et dans ce sens, plusieurs efforts ont été consentis par l'État, que ce soit en matière d'habitat ou sur d'autres segments, sur d'autres secteurs. Parmi ces efforts consentis par l'État, nous retrouvons des objectifs nationaux à l'horizon 2030, à commencer par la stratégie nationale de développement durable qui vise à promouvoir l'efficacité énergétique dans les bâtiments, notamment dans les bâtiments publics, les équipements publics. Nous avons d'autres objectifs fixés par l'État, notamment par rapport à la stratégie nationale de l'efficacité énergétique qui vise à économiser environ 14% de l'énergie dans le secteur du bâtiment à l'horizon 2030. Et puis, nous avons la contribution déterminée au niveau national qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de près de 45% à l'horizon 2030. En matière d'habitat, il y a eu plusieurs programmes qui ont été lancés pour répondre aux différents enjeux que j'ai cités tout à l'heure, à commencer par le programme de 200 000 logements qui a été lancé en 1995 par Feu Hassan II. Et puis, il y a eu, et d'ailleurs ce programme, c'était vraiment le premier programme à travers lequel les promoteurs ont bénéficié pour la première fois d'exonération fiscale et de facilités fiscales. Et ensuite, d'autres programmes sont venus en cours de chemin, à commencer par le programme de faible valeur immobilière totale de 140 000 dirhams en 2008, le programme de 250 000 dirhams hors taxe en 2010, et puis le programme d'habitat social dans le rural en 2019, et le programme destiné à la classe moyenne en 2013, et plus récemment le programme de l'aide directe de l'État pour le soutien au logement qui vient d'être lancé il y a quelques mois, précisément en janvier 2024. Donc tous ces programmes ont contribué à l'amélioration des conditions de vie et d'habitat de plusieurs milliers d'habitants aujourd'hui, et ils ont aussi contribué à la réduction du déficit en logement qui est passé de plus de 1 million d'unités en 2002 à environ 278 000 unités en 2023. Alors ici, vous avez devant vous un petit aperçu sur 3 projets pilotes réalisés par Al-Omran. Projet Al-Karma à Al-Hajeb, projet Wouroud à Al-Erbi, près de Nador, et le projet Jacaranda à Tamensort. Ce sont des projets éco-responsables dans lesquels l'Omran a essayé d'améliorer l'efficacité énergétique dans ces bâtiments. Pour schématiser ou caricaturer, une personne, pour qu'elle ait son confort thermique, elle doit porter un chapeau, mettre des bottes et mettre un manteau. C'est la même chose pour le bâtiment. Donc, dans ces projets, il y a eu l'isolation de la toiture, des murs, des planchers bas. Il y a eu un renfort aussi au niveau des ouvertures avec des protections solaires, un double vitrage. Et tout ça, ça avait un coût d'environ 27 000 dirhams par logement sur 250 000 dirhams hors taxe. Et ce prix ou ce coût, il est d'environ 415 dirhams par mètre carré. Sauf que ce coût, il est à prendre avec beaucoup de précautions parce que, comme vous le savez, on peut vraiment réduire encore plus ce coût d'efficacité énergétique si on fait une conception architecturale éco-responsable. Et 50% du travail sur l'efficacité énergétique commence d'abord chez l'architecte. Un petit clin d'œil pour l'ordre des architectes. Et donc, comme j'ai dit, ce coût est à prendre avec beaucoup de précautions parce qu'une conception architecturalement réussie d'un point de vue énergétique, c'est une conception qui va prendre en considération une bonne stratégie d'orientation, d'emplacement des ouvertures, de choix de matériaux de qualité, mais aussi des matériaux locaux, des matériaux de proximité, et puis une bonne stratégie d'aération. Et pour finir, un petit aperçu sur le programme d'aide directe de l'État, et c'est là où je vais répondre un petit peu à la question posée. Mais avant de le faire, je tenais quand même à présenter quelques indicateurs du secteur macroéconomique. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que avant le lancement du programme, il y a quelques années, tous les indicateurs du secteur étaient dans le rouge. Et depuis le lancement du programme en 2023,
Bien sûr, en plus de d'autres facteurs macroéconomiques, plusieurs indicateurs sont aujourd'hui dans le vert et ils sont de plus en plus positifs, à commencer par la vente des ciments qui a atteint 9,69% en août 2024 par rapport à la même période de l'année dernière. Et en juillet, on a même atteint environ 52% par rapport à juillet 2023. Pour les crédits à l'habitat, ils ont aussi augmenté de 1,47% en juillet 2024 par rapport à la même période en 2023. Et puis, on a une hausse aussi par rapport aux crédits destinés aux promoteurs immobiliers de 4,29% en juillet 2024 par rapport à la même période en 2023. Maintenant, on va zoomer un petit peu sur quelques indicateurs propres au programme de l'aide. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on a reçu environ 102 900 demandes ou demandeurs qui sont inscrits sur la plateforme Da'em Sakan depuis son lancement en janvier 2024. On a pu atteindre sur la carte, on vous affiche 23 310. J'ai le chiffre actualisé aujourd'hui. On a atteint les 24 000 environ de bénéficiaires. 45% de ces bénéficiaires sont des femmes, ce qui est une avancée majeure pour le Maroc. 26% de ces bénéficiaires sont des Marocains résidant à l'étranger et 35% des bénéficiaires sont des jeunes qui ont moins de 35 ans. Donc, la majorité des logements qui ont fait l'objet de ces aides sont localisés principalement dans les régions de Casablanca, Stade, Fès, Meknès, Rabat, Salé, Kenitra et l'Oriental. Et en termes de préfecture et province, on parle principalement de Fès, Meknès, Stade, Berchid, Jdida, Kenitra. Ce sont toutes des préfectures et provinces qui sont classées en tête de liste. Et avant de finir, je tenais à vous projeter aussi cette carte qui montre un petit peu la moyenne des prix des acquisitions faites dans le cadre du programme de l'aide directe de l'État. Et donc, pour le segment de moins de 300 000 dirhams, nous avons une moyenne des prix d'acquisition qui oscille entre 280 jusqu'à 290 dirhams TTC, bien sûr, sur l'ensemble des régions. Et par rapport au segment entre 300 000 et 700 000 dirhams, la moyenne aussi autour de 480 000 jusqu'à 500 000 dirhams TTC. Donc, en termes de réalisation de logements éco-responsables, je pense que c'est jouable, ça peut se faire. C'est très facilement faisable pour le segment entre 300 000 dirhams et 700 000. Pour le segment de moins de 300 000 dirhams, c'est peut-être faisable, mais dans des zones où le foncier ne coûterait pas très cher. Et puis, Da'em Sakan, c'est un programme incitatif pour une construction éco-responsable. D'abord parce que il stimule la construction de logements éco-responsables en améliorant le pouvoir d'achat des ménages. Donc déjà, quand on renforce le pouvoir d'achat d'un ménage, il aura le choix peut-être de choisir entre un logement ou un projet de logement classique et un projet qui est éco-responsable. Il peut être prêt à payer un tout petit peu plus avec cette aide qu'il a reçue pour s'investir dans un logement dont la facture énergétique va être beaucoup plus intéressante à long terme. Le deuxième point, c'est par rapport à l'ouverture de ce programme d'un point de vue innovation. C'est-à-dire que le seul critère lié à l'architecture ou à la conception de ce type de logement éligible, c'est le nombre de pièces qui est un minimum de 2 pièces. Le reste, c'est laissé à la liberté totale du maître d'ouvrage et de l'architecte. Donc ça laisse une grande marge de liberté. Et aussi, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est au niveau de la conception qu'on peut vraiment faire la différence. Le troisième point, c'est par rapport au fait de coupler cette aide et la coupler en fait à la demande. C'est ce qui nous permet d'encourager les promoteurs à construire des logements beaucoup plus intéressants pour se démarquer, parce qu'à travers ce programme, il y aura de la concurrence sur le marché. Si on prend l'exemple de l'ancien programme de 250 000, il y avait un seuil minimal d'unités de logement à construire qui était de 500. Là, avec le nouveau programme, il n'y a pas de seuil. Donc, le marché est libre. Il est ouvert même aux petits promoteurs qui peuvent réaliser juste un immeuble et le vendre. Et c'est au promoteur qui aura une plus-value à ajouter à son client. C'est lui qui aura le plus de potentialité et le plus de gains.
Et le quatrième point, c'est que ce programme est destiné au logement neuf. C'est ce qui va nous permettre, peut-être à long terme, de disposer d'un patrimoine environnementalement respectueux un patrimoine immobilier respectueux de l'environnement. Et pour finir, quelques pistes pour accompagner la démocratisation du logement éco-responsable au Maroc. Peut-être qu'on a des idées reçues sur tout ce qui est logement éco-responsable. On a tendance à penser que c'est élitiste. La vérité, c'est qu'on peut réaliser des choses vraiment intéressantes d'un point de vue respect de l'environnement si, comme j'ai dit tout à l'heure, on optimise la conception, on mise sur le choix de matériaux locaux, de matériaux de proximité et on minimise les déplacements. Et il faut aussi sensibiliser le grand public et il ne s'agit aucunement de greenwashing, si je me permets de le dire, mais c'est plus quelque chose qui doit se faire pour démystifier encore une fois ces idées reçues qu'on a sur l'élitisme des logements éco-responsables. C'est aussi question de renforcement des capacités des intervenants, notamment les architectes, les bureaux d'études, les promoteurs, les investisseurs, pour susciter davantage leur intérêt par rapport à tout ce qui est solutions environnementales dans le bâtiment. Et puis, il faut peut-être aussi penser à intégrer des modules de solutions environnementales dans les formations académiques, notamment les écoles d'ingénieurs, les écoles d'architecture. Et pour finir, je tenais à mettre une phrase à la fin qui résume un petit peu ce que j'ai dit. C'est que la meilleure énergie est celle que l'on n'a pas encore dépensée. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, juste après le repas, recevoir autant de chiffres et de données, c'est très bien. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de questions à poser. Moi aussi, d'ailleurs, je reviendrai vers votre présentation parce que, effectivement, ce programme a montré un intérêt assez important chez les promoteurs, mais quelques soucis aussi, et on en reparlera dans le détail tout à l'heure. Monsieur Daniel, vous aviez aussi quelque chose à nous montrer, et pour qu'on revienne donc à la discussion juste après. Bonjour tout le monde, je suis Daniel Font, je suis le fondateur et j'ai avec moi ma collègue fondatrice aussi du groupe SIV en fait. Je vais vous présenter un petit peu ce que nous on fait, ce qu'on va faire et ce qu'on a fait déjà. Et l'angle de ma présentation va être un petit peu qu'est-ce qui est important sur l'éco-responsabilité sur un promoteur et quels sont les acteurs qui devraient dans le futur être assis ici, donc les banques et les assureurs. Donc je vais en parler un petit peu de ça aussi et que c'est la clé un petit peu de que l'effort du gouvernement, l'effort du secteur privé, ça fonctionne. Donc, désolé, tout est en anglais, mais je vais le faire en français. En fait, nous, on est une plateforme de logement qui se dit inclusive, qui se dit résiliente et qui se dit éco-responsable. L'inclusivité, on la cherche sur le logement social. On n'en fait que du logement social et moyen standing, mais l'inclusivité vient aussi sur le volet qu'on rajoute. On ne va pas faire que du logement à la construction et vente, mais on va faire aussi des logements à la location. Les Nations Unies définissent une ville éco-responsable sur 4 volets. Une, c'est la résilience, donc l'adaptabilité. Ça veut dire que les logements doivent être adaptables à la situation actuelle du changement climatique. L'autre volet, c'est la mitigation, donc éco-friendly ou green. L'autre volet, c'est des villes où il y a des espaces publics, il y a des infrastructures sociales, donc le nom de notre société qui s'appelle InfraVenture. Donc, on réalise des infrastructures sociales dans les infrastructures sociales, il y a le logement social. Et le quatrième volet, sur une ville durable, dans une ville durable, pardon. Je dois recommencer. Dans une ville durable, c'est avoir la possibilité d'avoir un logement, en fait. Donc, je répète, 4 volets: résilience, adaptabilité, des espaces publics et des infrastructures sociales, et que les jeunes et les gens puissent acheter des logements. Donc, c'est un petit peu les axes de notre société. Donc, nous, on réalise des projets que dans des villes secondaires,
de l'Afrique et du Maroc. Donc, on ne va pas se concentrer dans les grandes villes. On cherche des zones où d'autres acteurs ne viennent pas et dont le foncier peut être plus accessible. Comme j'ai dit, on ne va pas faire que réaliser du logement à la vente, dont on va suivre la convention ou la nouvelle assistance, programme à l'assistance des logements. Mais aussi, on va faire du logement à la location. Et donc, un des grandes études qu'on va lancer en 2025 se centre sur comment on veut attirer le gouvernement à aussi aider les familles qui font de la location. Pas seulement sur l'achat, mais aussi sur le locatif. Aujourd'hui, c'est une tendance globale que les jeunes en Europe, en Espagne, moi je suis espagnol, puis ils peuvent pas acheter des appartements, donc la plupart des jeunes doivent aller chercher des actifs à la location. Aussi, la mentalité a changé. Les jeunes ne veulent plus avoir une hypothèque pendant 20-30 ans. Ils veulent de la mobilité et aussi les entreprises ont changé et se permettent aussi de la mobilité. Donc, il y a un nouveau secteur qui démarre et qu'aujourd'hui, je pense que le Maroc va avoir aussi cette tendance qui va arriver. Nous, on a réalisé le première étude de marché sur le locatif au Maroc. Cette étude de marché qui a été cofinancée par l'Agence française de développement nous a dit que le 30% des familles marocaines sont locatrices. Ça veut dire que sur 10 familles, 3 familles sont locatrices. Et en plus, il y a un secteur informel qui permet de ne pas savoir vraiment si ce chiffre est encore supérieur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le marché de la promotion immobilière au Maroc et les aides du gouvernement, il n'y a pas une optique de soutenir ce marché qui aujourd'hui est énorme. Quand on se déplace dans d'autres régions, Dakar, Côte d'Ivoire, le 30% de familles qui font de la location, ça dépasse les 80%. Ça veut dire que le marché est grandiose. Donc, sur le volet que je disais sur les Nations Unies sur les éco-durabilités, donc nous on cherche à construire des logements économiques et sociaux pour des familles, mais aussi leur donner la possibilité de les louer. Après, on s'adapte au changement climatique. Donc, la Banque mondiale a développé un indice qui s'appelle BRI, qui s'appelle Building Resilient Index, qui nous permet d'étudier si un terrain est adapté au logement. Ça veut dire qu'ils étudient s'il y a des risques d'eau ou de dépassement d'eau. Donc, ça nous impose une certaine contrainte sur le choix de nos terrains. Et si on choisit à construire, ça nous impose des systèmes de construction qui réduisent la potentialité d'un changement climatique dans la zone. Par exemple, on ne pourra pas construire très proche des mers. Donc, ça, c'est ce qui impose la résilience et l'adaptabilité de nos logements. Et après, nous, on suit aussi la certification verte qui s'appelle EDGE de l'IFC. Nous, on envisage d'arriver, notre portefeuille envisage d'arriver au niveau 1, mais un de nos actionnaires, qui est le Fonds du climat, le Green Climate Fund, nous impose d'arriver au niveau 2 si le projet l'accepte. Donc, on envisage peut-être sur la partie moyen standing que le gouvernement a mis en place dans ce schéma, d'arriver au niveau 2. Notre première phase, c'est le Maroc. Nous, on avait créé une ancienne plateforme de logement économique et la première phase a été développée au Maroc. Donc, on réplique notre opérationnalité. Donc, aujourd'hui, c'est le Maroc la première phase. On ira après dans des pays comme la Tunisie, l'Égypte, mais surtout sur la partie subsaharienne comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, dont on a construit déjà 3000 logements, et le Kenya. Et sur le deuxième point, c'est nous, on veut attirer les capitaux privés locaux et internationaux. Et pour ça, et c'est là où ça va dérouler mon intervention, aujourd'hui, c'est obligatoire d'être éco-friendly. On n'aura pas accès à aucun des capitaux qui est sur la place dans les prochaines années si nos projets n'ont pas une certification verte. Donc, c'est une obligation. Mais aujourd'hui, c'est une obligation aussi pour les banques de soutenir ce type de projet, pour les assureurs assurer des projets qui sont une certification verte, parce que
eux-mêmes, ils n'auront pas accès à des fonds s'ils n'ont pas ce type de portefeuille. Donc c'est pour ça que pour la prochaine réunion ou conférence, ça serait bien que la banque et les assureurs soient là. Ça, c'est notre plateforme, en fait. On a une société qui développe des projets et qui, après, vend à des familles. Et après, on a une société qui détient les actifs et qui, dans le futur, cette détention d'actifs, on voudrait la placer sur le format OPCI ou REIT dans les sigles américaines. Pourquoi on veut aller sur l'OPCI? Tout simplement parce que nous, la volonté, c'est de créer des différentes plateformes et c'est une manière de attirer les capitaux privés locaux, comme ça peut être des assureurs, des fonds de pension, qui rachètent ces plateformes et qui soutiennent le marché du locatif pour des familles défavorisées ou des familles moyen standing. Donc l'idée, c'est que on devienne la première OPCI résidentielle au Maroc et dans l'Afrique. Qu'est-ce qu'on veut faire au Maroc pour les prochains 10 ans? On veut réaliser 20 000 logements. Quand on a développé ce projet, le nouveau schéma n'existait pas, donc on s'était centré sur les 250 000. Aujourd'hui, moi, je voudrais remercier le gouvernement d'avoir eu cette idée de supporter le moyen standing, parce qu'on avait un gros problème de familles qui cherchaient un logement et on n'avait que des logements sociaux ou purement luxe. Donc il y avait un besoin là. Et aussi, ça nous permet aussi de développer des projets dans d'autres zones et peut-être développer l'industrie de plus durable, parce que ces actifs-là permettent un petit peu de marge de manœuvre que peut-être les logements sociaux en ont moins. Donc le besoin, comme disait Iman, de trouver des actifs et des terrains qui permettent de produire ce type de logement. Nous, 30% de nos logements vont être sous un maximum de prix de 300 000 dirhams. Donc le 30, ça veut dire que c'est un chiffre très agressif. Mais aujourd'hui, ça nous impose ce besoin et en fait, on voit qu'il y a une demande assez grande pour ce type de logement. Après, le reste, ça va être sur les différents créneaux, 450 000, 500 000, jusqu'à 700 000. 25% des logements vont être à la location, comme j'ai dit. Donc, on va créer une première plateforme de 5 000 logements. Après, comme j'ai dit, on va être adaptabilité avec IFC, Edge. Donc, il y a une réduction assez importante du CO2, mais je ne vais pas rentrer sur ce volet-là. Je vais rentrer sur plutôt les capitaux et bien évidemment la création d'emplois et les infrastructures sociales. Qui nous sommes? En fait, nous, on a créé déjà une plateforme auparavant qui s'appelait Mixta Africa, qui a investi 500 millions d'euros en Afrique sur 8 pays. On a construit 13 000 logements. Premier projet, c'était au Maroc, à Tanger. Après, on a fait à Tétouan, à Martil. Et le dernier qu'on a fait, c'était à Tchefchaouen. Donc, très basé dans le nord. On a construit 6 000 logements au Maroc. On a construit 3 000 logements en Nigeria. On a construit 1 000 logements en Égypte. Pratiquement 1 000 logements en Tunisie. 1 500 logements au Sénégal. Et une centaine de logements avant de vendre la plateforme en Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi je voulais centrer mon analyse sur l'éco-responsabilité. Quand on a créé la première plateforme, les projets sociaux attiraient des investisseurs. Aujourd'hui, le social n'attire plus. C'est un besoin, c'est une obligation. Mais aujourd'hui, c'est les plateformes locatives, les plateformes de logement à la vente doivent être éco-responsables. Sinon, il n'y a pas de capitaux. Donc, nous, on va centrer toute notre tâche de mettre à la table de négociation des banques qui donnent des prêts à des promoteurs qui font des projets éco-responsables et qui aient des aides sur les taux d'intérêt, sur le pourcentage de prêts qu'ils donnent dans le total de l'investissement, etc. Mais aussi qui commencent à penser à ce qu'on appelle les hypothèques vertes, aux green mortgages. C'est obligatoire que ces banques aient des actifs
ou ce type de dette verte, parce que, comme je disais, s'ils ont besoin d'attirer ce qu'on appelle les green bonds ou les bons obligataires, c'est à travers tout ce qui est la éco-responsabilité des logements. En 2014, on a fait une obligation de dette dans le Nigeria, dans la bourse de Nigeria de 30 millions de dollars. À l'époque, c'était que du social. Le label était social et on a eu une grande demande. Mais aujourd'hui, si on met dans la balance l'impact social, il n'y a pas de fonds. Aujourd'hui, c'est la partie verte qui impose. Et aujourd'hui, ça va obliger à toute l'industrie à devenir verte. Si aujourd'hui, les capitaux ont besoin que tout soit labellisé vert, ça veut dire que ça va imposer et ça va nous obliger à tout le monde, au gouvernement, aux banques, aux privés et aux familles d'avoir ce type d'actifs. Donc voilà, petite analyse sur les capitaux internationaux, comment ça fonctionne, et félicitations au gouvernement pour avoir lancé ce schéma qui est très nécessaire et qui fait qu'aujourd'hui un grand intérêt des investisseurs internationaux se place sur le Maroc. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je confirme aussi que ce nouveau programme, oui, je confirme que ce nouveau programme a donné déjà des résultats assez intéressants et une forte demande aujourd'hui, n'est-ce pas? Et je pense que dans vos objectifs, vous serez plutôt appelé à rester au Maroc, hein, je pense. Il y a énormément de choses à faire. Bien, par rapport à ce logement éco-responsable, nous avons eu déjà, dans un premier temps, vous avez fait une évaluation du surcoût. De votre côté, est-ce que vous avez fait cette évaluation? Oui? Mais je parle du Maroc, hein, particulièrement. Si. Parce que... on a fait une étude. En fait, le Maroc est divisé sur 6 zones climatiques. Et on a fait une étude avec une société qui s'appelle Sustainway, qui appartient à Alto Eco, sur 5 des zones. On a placé un bâtiment type logements sociaux sur les 5 zones. Et pour labelliser, le label IFC Edge, il y a 3 niveaux. En fait, je confirme ce que disait Iman. En fait, dans la plupart des zones, il n'y a pas un besoin d'augmentation de coûts. C'est plus le design de l'architecture et comment il est dimensionné, comment il est placé sur ce qu'on appelle les cross ventilation, les ventilations croisées, qui permet d'avoir une certification verte sans aucune nécessité d'augmentation de coûts dans quelques zones climatiques du Maroc. Et le niveau 2 impose un surcoût qui doit être évalué. Et c'est pour ça que sur le moyen standing, c'est facile de l'intégrer. Sur les logements à 300 000, c'est des études qu'on va encore un petit peu évaluer, aller plus loin pour l'évaluation. Mais donc, oui, on a fait cette étude. Et aujourd'hui, pour d'autres zones climatiques, le label niveau 1 de l'IFC demande un 5% d'augmentation de coûts de construction. Mais comme je dis, sur certaines zones, sur d'autres zones, il n'y a aucune augmentation de coûts de construction, mais c'est le design qui doit jouer. Et sur les autres zones, le niveau 2, sur toutes les zones, impose 1 000 € d'augmentation de coûts par logement. Donc sur un logement de 22 000 ou 20 000 € que nous on construit pour faire les logements de 300 000, plus ou moins, ça fait une augmentation de 23 à 24 000 €. En fait, en total, c'est 23 000, 24 000 €. Le coût de construction, le coût total de l'appartement. Vous dites 1 000 € par logement. 1 000 € par logement. Ça fait du 5 à 6%. Ouais, voilà. De plus. De plus. Et ce que vous ne dites pas, par contre, c'est que ces 5 ou 6% sont absorbés dans l'amortissement par la suite, par rapport à la consommation de l'énergie, bien entendu, et par rapport à ce qu'on n'évalue pas malheureusement suffisamment, c'est le confort de l'usager. Correct. Et je reviens aussi sur les banques. Et je ne vais pas me centrer seulement sur les banques, mais ils ont la clé de tout. Hein. Quand eux vont donner une hypothèque et un ménage doit payer son
son hypothèque mensuelle. S'il est logé dans une maison qui a 40% ou 20% de réduction de coût d'électricité, 20% de réduction de l'eau, ça veut dire que mensuellement, il a plus d'argent à payer pour payer cette hypothèque. Oui. Donc aujourd'hui, les banques doivent voir la nécessité de supporter ce type de logement. Et à niveau de l'assureur, c'est la même chose. Il y a plus de valeur dans un projet qui est éco-responsable, parce que, mis à part le confort de la famille, mais aussi sur le besoin de maintenance du projet, etc., c'est plus intéressant. L'État fait un gros effort aujourd'hui dans cette aide au logement, aussi bien pour le logement social que pour le logement pour les cadres moyens, d'ailleurs qui est un créneau très intéressant à votre niveau si vous comptez investir. Mais est-ce qu'on ne devrait pas inciter les banques aussi à mettre un peu la main à la poche, parce que donner des avantages au niveau des crédits pour le logement éco-responsable, c'est quelque chose qui doit être de rigueur, qui doit être imposé aux banques pratiquement. Parce que ça aussi, ça doit rentrer dans une politique globale de l'État. Enfin, je pense. Et il y a lieu aussi de voir justement avec les banques ce qu'elles peuvent apporter. En fait, où les banques donneront des réductions sur le coût du financement pour les promoteurs, ou à la fin, ça deviendra, si tu fais pas du logement éco-responsable, tu n'auras pas de financement, parce qu'ils seront obligés d'avoir des financements éco-responsables. Donc au final, ça viendra ou d'une réduction ou d'une disparition des projets non éco-responsables, parce que les banques pourront pas leur donner des prêts. Autre chose, c'est quand on fait des projets en capital directement sans dette. Ça, c'est là où il n'y a pas l'intervention des banques. Alors, je laisse la parole à l'assistance si vous avez éventuellement des questions. Et nous sommes limités dans le temps, donc nous avons 15 minutes pour vous. Voilà, je vous remercie déjà pour votre présence et pour votre attention. Et j'aimerais bien voir si quelqu'un est intéressé pour eux. Est-ce qu'on peut avoir des micros baladeurs ou alors... Oui, vous avez parlé... Approche le micro. Oui, vous avez parlé d'éco-responsables. Maintenant, qu'est-ce qui est fait, par exemple, par rapport à l'énergie, par rapport au solaire, par exemple, dans les bâtiments? C'est quelque chose qu'on ne voit pas arriver. Alors qu'on devrait généraliser ce type et encourager ce type d'électricité, par exemple, par rapport aux ménages. C'est un exemple parmi d'autres. Hein. Donc, alors pourquoi on n'est pas dans cette configuration? En fait, la définition de ville durable aussi demande de l'énergie renouvelable. Donc aussi, je pense que le Maroc est un des pays qui a un avantage parmi même d'autres pays européens sur les énergies renouvelables. Après, pour les logements, c'est un débat très long mais moi je vois plus des projets à taille moyenne ou grande, dans lesquels il y a des panneaux solaires qui sont complètement indépendants, qui permettent à un certain nombre de logements de recevoir ce type d'énergie. Mais sur le logement social, c'est vraiment très compliqué d'intégrer ce type de technologie parce que le coût augmente trop vite. Donc moi, comme promoteur, je préfère donner cette responsabilité plus à l'État de fournir ce type d'énergie renouvelable, plus qu'au promoteur qu'on essaie de résoudre un problème que c'est le social, et on rajoute l'adaptabilité et la mitigation des logements au maximum. Donc, on peut pas y aller plus loin. Donc, on a une capacité de manœuvre très limitée, sauf si le logement social se réalise par l'État, et donc il y a une connotation
très grande d'intervention et qui aujourd'hui, je pense que le succès du logement social au Maroc, qui est un exemple partout dans le monde, aujourd'hui on peut parler qu'il y a un pays qui adapte la même loi que le Maroc, et aujourd'hui c'est un exemple pour les autres pays africains, le partenariat public-privé qui marche très bien au Maroc. Donc je pense que c'est un débat très long, mais pour répondre, le promoteur a une difficulté de coût qui ne le permet pas d'aller plus loin, et le gouvernement est en train de faire des grandes démarches sur les énergies renouvelables au Maroc. Donc il y a pas mal d'énergie qui vient déjà sur. Ça ne relève pas forcément du ministère de l'Habitat, déjà. Mais c'est vrai que, comme ce qu'a dit Daniel, tout ce qui est intégration d'énergie renouvelable nécessite des surcoûts beaucoup plus importants. Et donc, ça coûte un peu cher pour que ça soit réalisé dans du logement social. Maintenant, peut-être, je ne veux pas dire de bêtises parce que ça ne relève pas de mes compétences en tant que représentante du ministère de l'Habitat, mais je pense qu'il y a des incitations auprès des investisseurs qui exportent des panneaux solaires thermiques, photovoltaïques et tout ça, mais je ne veux pas rentrer dans le détail de ça parce que je pense que c'est pour le résidentiel. Mais encore une fois, peut-être qu'il fallait qu'on ait avec nous aujourd'hui le ministère de l'Industrie pour avoir des réponses beaucoup plus complètes. Dans d'autres pays, nous au Nigeria par exemple, pour construire une centaine ou 200 logements économiques, comme là-bas il y a un problème d'énergie et même d'eau, donc les projets devaient être complètement indépendants. Ça veut dire qu'ils avaient leur propre électricité, on devait faire un puits, plus traiter les eaux, etc. Donc c'était des projets qui au final, pour faire du logement économique, c'était très compliqué. Et qui, aujourd'hui, pour faire le même type de logement qu'on fait au Maroc, on le fait au Nigeria, ben, t'en as 40 000, ça dépasse c'est le double du coût de construction, parce que ça demande d'intégrer tout ça, qu'aujourd'hui au Maroc, c'est déjà intégré par le propriétaire qui nous fournit l'électricité et l'eau, et les assainissements, en fait. Je pense que dans un premier temps, je voulais te répondre. Dans un premier temps, il faut d'abord encourager le promoteur à passer je veux dire, à réaliser un logement éco-responsable, avoir un minimum de règles à respecter au niveau de l'isolation, au niveau de peut-être de l'eau chaude solaire, par exemple. Mais au fur et à mesure du temps, les promoteurs vont devoir, parce que ça c'est un avantage. Pour lui, c'est une plus-value commerciale. Et donc, au fur et à mesure du temps, les promoteurs vont essayer de s'améliorer dans ces objectifs et passer éventuellement à un équipement beaucoup plus complet, panneaux photovoltaïques, des choses qui peuvent être... Ben, l'État déjà devrait commencer à subventionner les panneaux solaires pour le logement. Parce que là, il y a effectivement des subventions. Pardon? Elle doit être minime. Elle doit être minime. Elle est plus importante pour l'agriculture, ce que je sais à ma connaissance, mais encore pas totalement pour le logement. Donc, ça peut aussi être important pour encourager ce genre d'investissement. Moi, j'étais il y a quelques années sur un projet où nous avions préconisé à l'aménageur de réaliser des lampadaires d'éclairage en luminaire, donc photovoltaïque, et le coût était tellement exorbitant que ça pesait lourdement sur l'investissement lui-même. Donc maintenant, s'il y a des subventions, effectivement, ça peut encourager dans ce sens. Et on n'imagine pas, dans le cas des aménagements, justement, des grands aménagements, l'intérêt que ça peut avoir, parce qu'on n'économise pas uniquement au niveau de l'énergie, mais au niveau de tout ce qui est réseau souterrain, centrale de transformation, poste de transformation, etc. Donc tout ça, c'est une économie à la chaîne sur tout le réseau qui peut se faire.
mais qui n'est pas encore suffisamment évalué. Bon, enfin, voilà, je laisse. Bonjour, merci. S'il vous plaît, j'ai une question par rapport à l'incitation pour les promoteurs, pour les inciter à développer des projets éco-responsables. Vous avez bien présenté un coût, un surcoût en tous les cas pour la production de ces logements. Le programme Dam Sakan est un programme extraordinaire et qui incite vraiment et aide les acquéreurs. Maintenant, quelles seraient d'autres incitations que l'État pourrait prévoir, autres que bien sûr le financement bancaire et les taux d'intérêt, qui pourraient inciter les promoteurs vraiment beaucoup plus à aller et développer ces logements éco-responsables. Merci beaucoup. Alors déjà, les promoteurs ont bénéficié de plusieurs avantages fiscaux dans les anciens programmes de 250 000, 140 000 dirhams hors taxes. Maintenant, c'est vrai que pour Dam Sakan, il n'y a pas d'incitation auprès des promoteurs. Par contre, actuellement, le Omran lance régulièrement des appels à manifestation d'intérêt pour mettre à la disposition de promoteurs du foncier pour construire justement des logements abordables, que ce soit de classe moyenne ou de classe sociale. Donc pour l'instant, il y a cette brèche, si vous voulez, des amis lancés par le Omran pour le foncier. Il y a des coûts abordables aussi avec des prix intéressants, et je pense que Daniel peut nous en parler un peu plus parce qu'il a commencé déjà à faire des échanges avec le Omran à ce sujet. Oui, nous on a commencé des conversations avec la Omran. Aujourd'hui, ils ont des objectifs pour atteindre, je crois que c'est 100 000 logements dans les prochaines années, et on voudrait être un des promoteurs aux partenaires de la Omran pour le développement de projets sous la tutelle du ministère de l'Habitat pour réaliser ce type de logement chez eux. Aujourd'hui, ils ont des actifs un peu partout dans le Maroc, donc très intéressant. Évidemment, c'est des villes secondaires, donc pour nous, c'est fantastique. Et qu'ils sont déjà viabilisés, titrés, et qui permet aussi aux investisseurs internationaux comme nous d'avoir une assurance sur ce type de logement et pas se trouver avec des complications sur le foncier comme on a pu subir dans le passé. Donc pour nous, la Lombrana, elle a une logique aujourd'hui de commercialisation et d'approche et d'accompagnement aux promoteurs. Donc sur le foncier, pour moi, c'est très intéressant comme objectif et comme stratégie qu'ils ont. Qu'auparavant, nous, on n'avait pas eu cette perception. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est très très intéressant. Mais voilà, donc je pense que l'État aujourd'hui, à travers la Lombrana et à travers ce schéma un petit peu donne aux femmes le cercle vertueux du logement économique, pas sur la partie éco-responsable où il y a les banques, comme je dis, qui devraient participer plus. Alors, je pense que nous allons prendre éventuellement une dernière question parce que nous sommes limités dans le temps. Donc, est-ce que 1 minute, 1 minute, c'est ça? Une question, 1 minute. Ok. Alors, s'il y a encore une question. Autrement, on va conclure. Bien. Eh ben, je pense que vous avez convaincu l'assistance. Effectivement, donc, et je confirme que le logement éco-responsable ne peut qu'être qu'un pari gagnant. Aujourd'hui, les promoteurs doivent se différencier, doivent se démarquer, parce que la masse de promoteurs que nous voyons sur la place est énorme, du petit jusqu'au plus grand, mais les moyens de se démarquer, aujourd'hui la construction éco-responsable est un des moyens, et probablement le meilleur moyen aujourd'hui de se démarquer, surtout que les marges ne sont, le surplus n'est pas énorme. N'est pas énorme quand on sait que ça apporte un confort, etc. Bien entendu, si demain les banques suivent, il y aura encore beaucoup plus d'encouragement et je vous souhaite donc beaucoup de réussite. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.